Amis modélistes, salut! Bien écoutez, content d'être parmi vous de nouveau cet après-midi. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment on peut peindre les rochers en plâtre à l'aide d'une méthode qui s'appelle méthode par tamponnage. La fois précédente ou lors de la vidéo précédente, nous avions montré le procédé type tache de léopard. Donc là, cette méthode est un petit peu plus longue à mettre en œuvre, mais elle donne, je dirais, un meilleur résultat que la précédente. Pour ce faire, on va utiliser des éponges pour déposer les différentes teintes. Alors ici, j'ai pris des éponges synthétiques, dans la mesure où il est extrêmement difficile actuellement de trouver des éponges type de mer. Alors si vous en avez, prenez-les, on obtient un résultat encore plus fin qu'avec ces éponges. Autrement, rabattez-vous sur des éponges synthétiques, elles font l'affaire. Écoutez, le procédé de réalisation des moules en plâtre est exactement le même que lors de la première vidéo. Donc je la mets en introduction et on se retrouve tout de suite après la mise en œuvre de cette peinture pour un débrief et pour une conclusion. Bien écoutez, à tout à l'heure et bon visionnage. Pour démarrer cette première partie, la liste des ingrédients et des outils, il nous faut du plâtre de Paris, de l'eau et un moule en silicone. Alors les moules en silicone se trouvent sur le marché, je reviendrai dessus un peu plus tard. Pour le plâtre de Paris, pareil, on trouve ça sur le marché, moule en silicone de chez Woodland Scenic, qui a une large gamme de moules qui résistent bien, qui sont faciles à démouler, qui sont précis du point de vue moulage. Voilà, alors moi j'ai pas beaucoup l'habitude de suivre les instructions de mélange, c'est plutôt à l'œil. Donc on met de l'eau dans une bassine. Ce qui est important pour le plâtre et le plâtre de Paris principalement, c'est de verser du plâtre dans l'eau et pas faire l'inverse, c'est-à-dire verser de l'eau sur du plâtre. Donc là on verse du plâtre dans de l'eau afin d'obtenir un mélange consistant comme de la pâte à crêpes. Donc à partir de ce que je viens de dire, c'est pas la peine de suivre des instructions de ratio bien précis à l'aide d'une balance, etc., etc. Lorsqu'il n'y a pas assez de plâtre, il suffit d'en rajouter. On mélange un petit peu, le plâtre de Paris se mélange très bien, il ne fait pas de grumeaux. Voilà. Je connais pas beaucoup de plâtriers qui appliquent beaucoup de ratio lorsqu'ils préparent leur mélange. C'est principalement à vue. Voilà. Donc le moule, on le pose à plat sur une surface plane. Et on commence par en essayer un petit peu de le supporter si c'est pas complètement plan. Et on l'asperge avec de l'eau dans laquelle on a rajouté un peu du produit vaisselle pour casser la tension de l'eau. Donc je dirais ça évitera les bulles et ça permettra de démouler facilement. Donc quelques gouttes de produit vaisselle du commerce. On peut éponger le surplus et voilà, donc le moule est prêt à être coulé. Donc on a une pâte ou un plâtre qui est de la consistance de la pâte à crêpes et on remplit doucement le fond. On ne va pas le remplir en une fois. Donc voilà. Donc on remplit tout doucement de façon à tapisser le fond du moule avec le mélange de plâtre et d'eau. Et là on vient tapoter un petit peu de façon à libérer les bulles d'air s'il y en a qui ont été emprisonnées au moment de la coulée de cette première couche. Et une fois qu'on a tapoté, on vient remplir le moule jusqu'à la hauteur définie par le moule. Voilà, on peut terminer avec une cuillère
de façon à bien avoir une surface lisse à l'arrière du moule. Voilà, donc là le moule, une fois qu'il est rempli, bien écoutez, on laisse reposer. Moi d'une manière générale, je laisse reposer pendant minimum 24 heures, une nuit. Et donc le lendemain, lorsqu'on arrive, bien écoutez, tout est solidifié, tout est dur. Alors l'eau n'a pas complètement évaporé. Et là on peut procéder au démoulage de ce moule et sortir la pièce en plâtre. Donc autour on a des flashs, c'est-à-dire là où le plâtre a un petit peu débordé. Voilà, donc on voit que ça se démoule très bien sans aucun souci. On regarde si on a des trous dus aux bulles d'air, il n'y en a pas. Voilà, donc c'est parfait. Alors c'est très simple, hein, donc il n'y a pas besoin de se casser beaucoup la tête. Et là on enlève le surplus qui a débordé, ça s'enlève à la main en cassant. Voilà. Donc on a un premier rocher prêt à être peint ou prêt à être monté sur le réseau ou le diorama. Alors, étape de peinture par taponnage. Donc tout le procédé se fait à l'aide de peinture acrylique. Pour commencer, on va prendre un gris ardoise, donc un gris très sombre. N'importe quelle peinture acrylique fera l'affaire. Donc là, je prends une assiette bien lisse de façon à faciliter le mélange des différentes peintures avant application. Voilà, comme on peut voir, donc c'est presque du noir, donc un gris très sombre que je viens rehausser un petit peu avec du jaune vif. Alors pas énormément, simplement pour changer, pour mettre la couleur un petit peu plus, pour la rendre un tout petit peu plus chaude. Donc je prends un peu de jaune et je mélange. Alors on voit pas bien sur la vidéo, mais effectivement ce gris très sombre se réchauffe et prend une teinte un petit peu verdâtre. Donc on mélange bien de façon à avoir une peinture uniforme. Et on vient peindre ce moule en plâtre entièrement à l'aide de ce mélange gris très sombre plus une pointe de jaune. Donc pas besoin d'être très précis, il suffit de recouvrir le plâtre avec cette peinture. Donc encore une fois, c'est de la peinture acrylique. D'ailleurs, l'ensemble du procédé est réalisé avec de la peinture acrylique. Voilà, donc là, c'est pas entièrement. Donc on a encore quelques petites taches blanches qui persistent, mais c'est pas grave, on peut les laisser. Alors l'important, c'est que cette peinture très sombre recouvre entièrement les zones en relief négatif. Voilà. Et là, il suffit de laisser sécher pendant 15 minutes avant de procéder à l'application de la peinture suivante. Alors, peinture suivante, on va prendre toujours une peinture acrylique d'un gris plus clair. Voilà, il n'en faut pas beaucoup. Et directement sur l'assiette, je viens mélanger le gris sombre, le gris ardoise plus la pointe de jaune avec ce gris plus clair.
Alors ce gris, je ne vais pas l'appliquer au pinceau, mais je vais l'appliquer à l'aide d'une éponge. Comme je disais en introduction, une éponge synthétique fait l'affaire. Alors si vous arrivez à trouver une éponge type de mer à un prix acceptable, n'hésitez pas à l'utiliser. Le résultat est un petit peu plus précis. Alors par contre, le prix des éponges de mer a augmenté énormément, d'où le fait que je prenne des éponges synthétiques. Voilà, donc que j'ai découpé au préalable. J'enlève la peinture de façon à avoir une application régulière sur mon moule en plâtre. Donc je viens simplement tamponner le moule avec cette éponge imbibée de gris un peu plus clair. Là on enlève le surplus et on applique. Donc ce gris clair se dépose principalement sur les zones en relief positif et va laisser les zones en relief négatif plus sombres, qui va accentuer le contraste. Voilà le résultat. Alors pour continuer, je vais prendre toujours une peinture acrylique plus chaude, donc un ocre clair, et je fais la même chose, c'est-à-dire que je viens mélanger mon gris sombre avec cet ocre clair de façon à avoir une teinte plus chaude que précédemment pour apporter de la variation dans mon rocher, variation de couleur. Donc je reprends un morceau d'éponge neuf que je coupe à une dimension, un petit cube de 2 cm sur 2 cm et je répète l'opération sur le rocher. Donc j'imbibe avec cette couleur un peu plus chaude et je viens l'appliquer sur mon rocher en plâtre. Alors faites juste attention à ne pas répéter de pattern ou de motifs. Donc tournez l'éponge de façon à avoir quelque chose d'aléatoire au niveau du dépôt de cette nouvelle couleur, de cette nouvelle teinte. Voilà. Donc là on voit bien qu'on vient de réchauffer une zone. Alors là maintenant je vais éclaircir mon gris et mon brun clair à l'aide de blanc. Et je mélange toujours sur mon assiette les différentes teintes, donc le brun gris, je dirais, que je viens éclaircir à l'aide de blanc. Et je répète la même chose avec une éponge un petit peu plus petite, l'éponge de façon à pouvoir mieux contrôler les endroits où je dépose cette nouvelle teinte. Voilà. Donc au final, on va avoir 4 couches ou 4 peintures différentes sur ce rocher. Enfin 5 en prenant en compte le gris très sombre à l'origine. Et le secret, c'est de mélanger ces teintes sans les mélanger d'une manière uniforme. Donc ça apporte de la variété et voilà. Donc là, notre base de rocher est quasiment terminée. Alors pour continuer, je prends toujours des peintures acryliques, de la terre de sienne, de l'ombre brûlée.
donc un brun relativement sombre et un brun rougeâtre. Et je prends également du vert bien saturé pour simuler la mousse qui peut s'accumuler à différents endroits, notamment dans le bas du rocher, sur ce moule en plâtre. Alors là, par contre, je vais mélanger avec de l'eau. Donc, première opération, voilà, je mélange avec de l'eau et je viens déposer à des endroits où la mousse peut se déposer, donc notamment le bas, mais également dans certains creux. Alors j'en dépose un peu et je viens atténuer l'ensemble à l'aide d'un pinceau plus large imbibé d'eau. Donc il faut que ça reste un lavis à ce niveau. Donc c'est très discret comme teinte une fois qu'on l'a dilué avec de l'eau. Alors l'eau également permet de tirer ces couleurs de façon à pas avoir des zones très, très marquées. Donc c'est très discret. Voilà. Donc le secret, c'est d'utiliser de l'eau et surtout de ne pas laisser sécher les pigments sur le rocher tel quel. Donc dès qu'on les a posés, donc on va le voir ici avec la terre de sienne, donc on les dépose tels que sortis du tube par petites taches, de manière aléatoire sur le moule ou sur la pièce en plâtre. Et avant que les pigments aient le temps de sécher, on prend un pinceau plus large, on l'imbibe d'eau et on vient étaler ces teintes sur l'ensemble ou sur des surfaces plus larges du rocher. Surtout le faire avant que les pigments aient le temps de sécher. Donc n'hésitez pas à mettre de l'eau. Le résultat n'en sera que plus réaliste. Donc vous le mettez d'une manière aléatoire, ça c'est à votre discrétion. Où c'est que vous souhaitez rajouter des touches de couleur sur ces rochers. Alors après séchage, le résultat est très subtil. Par contre, la couleur sera bien présente. Donc c'est une espèce de lavis qu'on vient déposer sur ces pièces. Voilà. Donc là on voit, c'est très discret, il y a encore une tache que j'ai pas étalée sur le côté droit. Donc on a commencé avec un brun rougeâtre et là on continue avec un brun plus sombre. Donc là c'est votre créativité qui décidera ce que vous souhaitez utiliser comme teinte, mais c'est un procédé très facile. Et on peut absolument rien faire on peut rien faire de mal dans la mesure où on travaille avec de l'eau. Et si à un moment il y a une zone qui est trop concentrée, bien, il suffit de rajouter de l'eau et on atténue l'ensemble. Donc procéder par petites zones au début, notamment lorsqu'on n'est pas confiant par rapport au procédé. Et immédiatement après le dépôt, on vient étaler et on vient tirer ces teintes sur la pièce à l'aide d'un pinceau plus large, souple de préférence, imbibé d'eau. Donc, prenez votre temps, c'est un petit peu, c'est plus long que les taches de léopard qu'on avait vues dans la première vidéo. C'est pas plus compliqué et le résultat en vaut la chandelle. Donc là je mets du brun sombre surtout dans les zones en creux où vient se déposer la poussière sur les rochers dans la nature.
Alors si vous souhaitez, vous pouvez mettre d'autres teintes plus foncées, plus claires, plus saturées. Ça, c'est à votre discrétion. Mais le procédé reste le même. On dépose et on vient atténuer et tirer à l'aide d'un pinceau imbibé d'eau. Donc voilà le résultat. Donc on voit que c'est réaliste. Et la superposition de ces différentes couches de teinte donne un résultat très naturel. Donc on peut peaufiner, on peut améliorer tranquillement jusqu'à temps que le résultat vous satisfasse. Voilà. Donc s'il y a des zones qui sont un peu trop saturées, on rajoute de l'eau, on tire et le problème est réglé. Voilà la pièce terminée. Donc résultat très convaincant. Voilà la pièce après séchage. Donc on voit effectivement que c'est réaliste par rapport à ce qui se trouve dans la nature. Et là je vous montre donc dans la partie haute le rocher qu'on avait traité sur la première vidéo. Et en bas, pour voir la différence, le rocher qu'on vient de traiter par tamponnage. Voilà, donc ce procédé est terminé. On a ici le résultat, donc c'est la même pièce que précédemment. Et on voit effectivement que les détails et les teintes et les différentes nuances présentes sur ce rocher sont légèrement plus contrastées et plus détaillées. Alors cette méthode, comme je le disais en introduction, est un peu plus longue à mettre en œuvre. Elle est toujours aussi facile, aucun problème pour la mettre en œuvre. Lors de la prochaine vidéo, donc la 3e de la série, nous allons utiliser un procédé de lavis avec des peintures acryliques. Je pense la poster d'ici quelques jours. Donc regardez-la et vous aurez ainsi un arsenal de méthodes pour la peinture des rochers à disposition et que vous pourrez mettre en œuvre sans aucun problème. Bien écoutez, je vous remercie pour le visionnage et je vous souhaite une très bonne semaine, toujours sous la pluie de notre côté en Alsace, et je vous dis à une prochaine. Très bonne semaine, à plus.